Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo de 80 minutes pour vous expliquer le sourcing sans jamais avoir acheté à l'international et réussir votre premier achat en Chine. Voilà, je vous laisse avec la formation de 80 minutes. Je vous souhaite une très bonne journée. Alors bonjour, merci d'avoir acheté cette formation. Aujourd'hui, donc on va attaquer tout de suite par le module numéro un et je voulais juste, avant de commencer en fait la formation, vous rappeler une chose primordiale. Quand on fait de l'achat-revente, c'est le sourcing qui compte. C'est trouver le bon produit au bon prix avec la bonne qualité. Donc cette formation pour le futur de votre activité est très importante parce que si vous achetez le mauvais produit au mauvais prix et avec une qualité qui ne correspond pas à ce qui est attendu sur le marché, entre guillemets, vous aurez travaillé pour rien. Donc le plus important dans l'achat sourcing, l'achat, oui, oui, en fait c'est de l'achat sourcing exactement, c'est vraiment de savoir ce que vous cherchez. Euh, c'est facile, entre guillemets, d'aller sur AliExpress, regarder les produits qu'on veut acheter, etc. Maintenant, faire développer et acheter, entre guillemets, en grosse quantité, quand je dis en grosse quantité, c'est au-delà de 100 pièces, il faut quand même avoir pas mal de règles et suivre en fait une formule étape par étape. C'est le but de cette formation, c'est de vous donner le maximum d'informations pour que vous puissiez réaliser votre premier sourcing avec succès surtout euh, et que ça se passe bien pour l'avenir. J'espère apporter toutes les informations dont vous aurez besoin. Quoi qu'il en soit, les informations que je vous délivre sont le fruit de 20 ans de travail, donc aujourd'hui même plus puisque ça fait plusieurs années que je travaille dans ce domaine-là et j'ai toujours fait en sorte d'en apprendre un maximum. Et c'est ce que je vais vous délivrer dans cette formation. Mais n'oubliez pas le principal, il faut que vous achetiez au bon prix. C'est vraiment très très important. Avant même de monter votre site internet ou autre chose, achetez au bon prix parce que sinon vous ne pourrez pas vendre vos produits. Je le répète parce que je vous en ai déjà beaucoup parlé dans la vidéo de présentation, mais pour moi c'est quelque chose qui est vraiment primordial euh, parce que je vois trop de gens venir vers moi en me disant comment je fais. Le problème c'est que quand on a acheté au mauvais prix, c'est compliqué après de revendre ses produits. Voilà, c'est possible, hein, mais c'est plus compliqué et ça prend plus de temps. Donc, quoi qu'il en soit, on va attaquer tout de suite. Alors, préparez vos feuilles, préparez vos stylos, parce qu'il y a du boulot. Donc, la première des choses dans le sourcing, c'est de savoir ce qu'on cherche. Et ce qu'on cherche, on le définit dans un cahier des charges produit. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est à prendre une feuille, à écrire en haut cahier des charges produits. Je vous le fais faire volontairement parce que c'est plus facile euh, quand, on, quand on le fait soi-même pour après intégrer toutes les informations. Alors, la première des choses, c'est de définir le produit qu'on cherche. Qu'est-ce que je cherche? Alors, qu'est-ce que je cherche? Ça veut dire, est-ce que je cherche une trousse? Est-ce que je cherche un téléphone? Est-ce que je cherche un morceau de bois décoré? Est-ce que je cherche un article de décoration? Vous voyez. Donc déjà définir ce que vous recherchez. Ensuite, il faut définir les fonctionnalités de l'objet. Donc voilà, je veux que mon bout de bois il soit joli pour décorer euh, les magasins dans lesquels il va se trouver. Je veux que ma trousse soit verte dans une matière en coton.
100% coton, par exemple biologique. Donc après, il y a l'aspect matière aussi. Dans quelle matière je souhaite que mon article soit réalisé. Euh, donc soyez assez clair sur ce que vous souhaitez en termes de matière pour déjà restreindre le champ des possibles pour votre fournisseur. Tout ce travail-là, en fait, on le fait dans le but que vous arriviez avec une demande clairement définie auprès du fournisseur et auprès des différents fournisseurs que vous allez contacter. Alors après, il y a la question des couleurs. Donc les couleurs, moi je vous invite à vous acheter en fait un pantonnier pour découvrir. En fait, si vous voulez, le pantonnier, c'est ce qu'on utilise euh, dans, dans tous les développements de produits pour définir les couleurs qu'on souhaite. C'est un investissement, mais moi je vous conseille de le faire. Je vous mettrai probablement un lien dans la fiche PDF pour que vous puissiez vous en procurer un. Alors, c'est l'achat d'une vie, hein. Normalement, un pantonnier, vous le gardez toute votre carrière, hein, clairement. Donc, définir les couleurs que vous souhaitez. Et si, par exemple, vous avez du mal, entre guillemets, à définir la couleur exacte, dites voilà, c'est plutôt vers cette couleur-là, soumettez-moi 3 échantillons autour de cette couleur-là. Ensuite, bien entendu, il y a la question de la taille du produit. Le produit, vous devez définir les tailles extérieures du produit. On est bien d'accord, on ne parle pas de dimension intérieure. Si vous avez une obligation de dimension intérieure, comme par exemple pour les trousses, spécifiez-le, dites il faut que minimum ma trousse en dimension intérieure fasse telle dimension. Voilà, il faut bien le préciser pour que ce soit clair pour le fournisseur. Après, si vous avez des logos, des choses à poser, en fait, des écritures à faire, si vous avez des par exemple dans le cas des trousses, hein, si vous avez des fermetures éclairs particulières, si bien évidemment vous voulez un packaging pour emballer le produit pour le vendre, bien évidemment il faut le préciser, donc quelle est la qualité du packaging, carton, plastique, etc. Préciser un maximum de choses. Sachez que dans l'industrie, on fonctionne qu'avec des fichiers AI, donc des fichiers Adobe Illustrator vectorisés. Le but, c'est justement que le fournisseur puisse voir voir les produits et puis les adapter par rapport à ce que vous souhaitez. Moi, je vous conseille très fortement d'utiliser WeTransfer. C'est un site qui permet en fait, d'envoyer des très très gros fichiers, donc WeTransfer, WeTransfer. C'est très pratique pour envoyer des très très gros fichiers. Donc après, il y a tout ce qui est mention légale. Donc les mentions légales, il faut qu'au préalable, avant de faire votre sourcing, vous sachiez dans quel pays vous allez vendre vos produits. Il faut que, dans la majorité des cas, hein, il faut que les étiquettes soient dans toutes les langues dans lesquelles le produit va être distribué. Imaginons que vous vendez en Angleterre, il faut que vous ayez une étiquette en anglais. Vous vendez en Allemagne, il faut que l'étiquette soit en allemand. Vous vendez en Italie, il faut que ce soit en italien, en espagnol. Et si vous vendez dans tous ces pays-là, il faut que vous ayez une étiquette pour chaque pays. C'est une obligation légale. Donc c'est important que vous le fassiez. Et sur ce point particulier, comme c'est une formation généraliste, moi je vous invite sur un produit équivalent à ce que vous souhaitez faire, à aller voir en fait ce qu'il y a sur l'étiquette pour voir déjà toutes les mentions qui sont indiquées. Et après, effectivement, de reboucler en allant sur Internet, en vérifiant les mentions légales obligatoires sur votre catégorie de produits. Souvent, il y a des logos. Ces logos doivent être impérativement respectés, donc faites très attention à ça. Un produit peut être refusé
par la douane si les mentions légales et les mentions obligatoires, pardon, ne sont pas respectées et si les logos ne sont pas respectés. Faites très attention à ce point-là, parce que sinon vous auriez l'obligation de tout simplement mettre vos produits aux normes, et faire mettre des produits aux normes en Europe, c'est juste une catastrophe. Je vous le dis clairement, c'est très très compliqué. Donc voilà. Euh, Ce qui est important aussi, c'est le code barre. Donc prenez l'habitude, puisque là c'est votre premier sourcing, prenez l'habitude pour chaque nouveau produit de mettre une référence, la référence de votre produit, votre référence à vous, le code barre, la description du produit, euh, le lieu de... Donc, on reste sur le code barre, hein. Et donc le lieu où... normalement sur le code barre, vous pouvez mettre pas mal d'informations. Vous verrez, je vous ai mis un site dans le PDF pour que vous puissiez tout simplement aller créer vos codes barres. Après, si vous avez un site préféré, n'hésitez pas. Mais quoi qu'il en soit, créez un code barre pour chaque produit. Parce que clairement, vous, vous en avez besoin pour vendre vos produits, c'est impératif. Ensuite, toujours dans le cahier des charges du produit, si votre produit nécessite un polybag, il faut que ce polybag soit fermé. Si notamment, je parle en cas d'une trousse que vous vendez, il faut qu'il y ait un polybag, notamment pour le protéger de la saleté. Et que le client qui achète votre produit ait quelque chose, et qu'il ait un produit propre, je veux dire. Toujours avec un trou, et il faut que le polybag reprenne l'ensemble des informations obligatoires, donc dans chaque langue bien entendu. Donc ça c'est important, le polybag. Après, alors je vais rentrer dans le détail maintenant sur quelque chose qui va vous intéresser très fortement. La quantité. Quelle quantité on doit annoncer au fournisseur? Moi j'ai plusieurs techniques. La première technique, c'est la technique de la quantité basse. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, avec une quantité basse, j'ai déjà un prix. Ce prix me permet déjà d'avoir une idée en fait de la structure de coût du fournisseur. Et en augmentant ma quantité après, ça me permet en fait d'avoir un meilleur prix d'achat. Pourquoi? Parce que par exemple, un fournisseur, vous lui annoncez 10 000 unités, et demain, vous allez par exemple diminuer la quantité à 5 000, il va très fortement augmenter le prix. Et le problème, c'est que vous ne savez pas quelle est la part de vérité, quelle est la part, entre guillemets, de pipeau, entre guillemets, hein, dans cette augmentation. Le plus important, c'est bien entendu que vous ayez une maîtrise, et que, à la limite, justement sur ce document-là, moi, ce que je fais aussi, c'est que je mets une estimation du volume annuel, pour qu'ils disent, bon, si je prends cette commande-là, j'aurai peut-être les suivantes. Ça les incite aussi à faire attention au prix qu'ils vous remettent. Et après, bien évidemment, quand vous lancez votre sourcing, il y a aussi la notion de minimum order quantity. Vous verrez, on vous en parlera tout le temps. Donc c'est MOQ pour être très clair. Donc c'est la minimum order quantity. C'est la quantité minimum pour commander. Alors faites très attention, parce que vous avez souvent la quantité minimum pour commander pour un produit entre guillemets standard, et après vous avez la MOQ pour un produit personnalisé. Donc faites attention à ça, parce que la MOQ n'est plus du tout la même. Donc faites attention à ce point-là. Ensuite, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous définissiez votre incoterm. Alors l'incoterm, c'est quoi? C'est ce qui définit qui paye quoi, jusqu'à où, et qui assure quoi. Moi, je vais être très clair, j'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, et je vous le redis en fait dans cette formation,
n'achetez jamais Xworks. Donc Xworks c'est EXW. Il ne faut jamais acheter Xworks, sauf si vous avez une entreprise dans le pays dans lequel vous achetez, tout simplement parce qu'il faut acheter des licences export. Ces licences export, généralement, quand vous n'êtes pas au courant, faut les faire dans le rush et on vous les fait payer juste une fortune. Donc n'acceptez jamais du Xworks. Prenez toujours l'habitude de demander 3 prix. Alors moi c'est ce que je fais, hein. Je demande un prix FOB, je demande un prix CIF et je demande un prix DDP. Je vous explique tout de suite pourquoi. Le prix FOB me permet de connaître le prix hors transport. Euh, alors souvent, j'ai des très bons prix sur mes achats de logistique, donc pas de souci. Et le CIF me permet d'avoir un prix entre les deux et le DDP, le prix global. Alors moi, ce que je vois régulièrement, hein, et c'est ce que je constate, hein, c'est que généralement, il vaut mieux acheter FOB. Votre fournisseur, c'est pas son métier de transporter des marchandises. Et généralement, les coûts sont plus élevés. Ceci étant dit, en ce moment, puisqu'en fait, je tourne cette formation au mois de juillet 2021, je ferai sûrement des mises à jour, mais il y a une crise en fait dans le transport maritime et dans le transport global international liée à la crise du Covid et liée aussi aux élections américaines. Les prix de transport ont flambé. On a du x4 sur du x5, voire pour un conteneur complet, donc c'est juste du grand n'importe quoi. Et là, c'est vrai que dans cette période-là, déjà c'est compliqué de trouver pour charger sa marchandise. Et en gros, on ne discute pas trop sur le prix. Juste pour vous dire que sur des périodes sensibles, effectivement, faites attention au prix que vous communique votre fournisseur et après ce que vous êtes en capacité d'obtenir en termes de prix de transport. Tout simplement parce qu'il faut faire. Après, il faut faire la balance pour savoir si vous prenez la décision de le prendre en charge ou si vous laissez votre fournisseur se débrouiller avec ça. Donc, juste pour revenir sur les 3 incoterms, c'est les incoterms que vous utiliserez pratiquement tout le temps. FOB, donc c'est Free On Board, donc c'est tous les frais payés jusqu'au bateau de départ, voilà, au port de départ, pardon, et chargé, donc la marchandise chargée sur le bateau. Donc là, tous ces frais, le fournisseur en fait les intègre dans le prix qu'il vous communique. C'est pas gratuit, hein, pour être très clair. Et donc lui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a des transporteurs entre guillemets attitrés ou avec lesquels il travaille, et chaque transporteur a ses coûts de mise à FOB. Donc par exemple, ne changez pas le transitaire au dernier moment parce que votre fournisseur, par exemple, va en profiter pour augmenter les prix en vous disant oui, mais ce transitaire-là, il est plus cher, donc j'augmente les prix. Dites-vous bien une chose, je parle spécifiquement pour la Chine, ils cherchent par tous les moyens à augmenter. Voilà, dès que vous changez quelque chose, ils essaient d'augmenter les prix. Voilà, donc faut bien garder ça à l'esprit. Donc le CIF ensuite, c'est donc tous les frais jusqu'au port de destination, assurance incluse. Et après vous avez le DDP, donc c'est tous les frais jusqu'à destination, droits de douane et TVA payés. Donc sur ce DDP, faites très attention parce qu'effectivement il y a la notion de TVA que vous ne pourrez pas récupérer. Euh, payer de la TVA entre guillemets dans le vent, c'est pas top. Voilà, je vous le dis. Moi, je vous conseille de faire plutôt un DDU. Comme ça, vous récupérez la TVA que vous aurez payée sur la marchandise, puisque c'est une TVA qui est récupérable. Souvent, c'est des gros montants, donc ça vaut le coup de se pencher dessus. Donc, achetez plutôt DDU. Puis même à la limite demander carrément un prix DDU, hein, c'est plus simple. Quoi qu'il en soit, voilà.
Donc là, pour la fiche article et le cahier des charges sur le produit en lui-même, on en a fini. Vous avez déjà une idée de ce que vous demandez, de ce que vous cherchez. Alors bien entendu, si vous avez des plans, si vous avez des informations particulières, s'il y a des normes particulières à respecter, toutes les informations qui peuvent aider le fournisseur et qui sont obligatoires, il faut les mettre. Il faut les mettre dans votre fiche de sourcing et dans le cahier des charges produits que vous allez transmettre au fournisseur. Donc c'est très important que vous preniez le temps de bien rédiger ce document-là, parce qu'en fait, si vous voulez, c'est là où vous allez gagner du temps. Vous allez transmettre la même fiche à tous les fournisseurs auront la même information. Le fournisseur qui ne veut pas répondre, ben, tant pis pour lui, entre guillemets. L'idée, si vous voulez, c'est que vous, quand on vous remet un prix, vous puissiez dire, bon, ils ont tous eu les mêmes informations, j'ai donné mon cahier des charges, voilà les prix que j'ai, et voilà, je peux comparer des carottes avec des carottes, et des choux avec des choux, et je n'ai pas, entre guillemets, à tout le temps à faire un arbitrage, à dire, ah oui, mais celui-là il est moins cher, mais c'est pas la même matière, etc. Il faut vraiment être très très précis dans la rédaction de ce cahier des charges afin de vous faciliter le sourcing et être sûr d'avoir le produit qui correspond exactement à ce que vous souhaitez. Alors, on a parlé un petit peu de logistique tout à l'heure, notamment avec les incoterms. Et là, je vais vous demander de prendre une deuxième feuille. Donc, cette deuxième feuille, en fait, on va faire le cahier des charges logistiques. Alors, si vous travaillez avec une société de stockage, généralement, ils ont des informations à vous communiquer, notamment sur les tailles, les dimensions des palettes, le type de palette. Donc, toutes ces informations, il faut absolument que vous les récupériez pour les mettre dans votre cahier des charges logistiques, notamment tout ce qui est prise de rendez-vous, etc. Patati patata. Ça, à la limite, la prise de rendez-vous, c'est pas le problème. Ça, vous le verrez avec la société de logistique qui va importer les produits pour vous. Donc en gros, votre transitaire. Mais l'idée, c'est que si vous voulez, il faut en amont réfléchir aux contraintes logistiques que vous avez pour que le produit, quand il quitte le pays de fabrication, entre guillemets, il soit déjà entre guillemets palettisable. Qu'il soit palettisable facilement, qu'on puisse en mettre une bonne quantité et que ce soit plus simple pour vous. Je vous garantis que pour avoir fait le calcul des dizaines et si ce n'est pas des centaines et des centaines de fois, en tout cas je l'ai fait plein de fois, quelquefois en changeant simplement la taille d'un carton, euh, ça change votre prix, vous gagnez quelques centimes à chaque passage. Et ça, c'est quand même pas neutre. Honnêtement, c'est pas neutre parce que sur des très grosses quantités, ça fait très 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 vite de l'argent. Donc, prenez en compte ce cahier des charges logistiques et transmettez-le à votre fournisseur parce que lui, en fait, va en avoir besoin. Si notamment vous lui demandez des prix CIF et des prix DDU pour qu'ils connaissent les contraintes logistiques en amont et pas qu'ils vous disent après ah ben non en fait ça a augmenté parce que voilà. Moi l'autre conseil que je vous donne, si vous n'avez pas de contraintes, mettez vos marchandises sur de la palette 80-120 avec une hauteur maximum à 155 tout simplement parce que c'est la taille standard des alvéoles. Alors les alvéoles, qu'est-ce que c'est les endroits où ils rangent les palettes dans les centres logistiques. Et généralement, les râteliers sont calibrés sur 155. Maintenant, si vous avez l'info, adaptée au centre logistique que vous avez. Et ce 155 aussi, c'est la taille maximum des palettes pour faire de l'avion, du fret aérien. Donc si jamais vous êtes en retard ou que vous travaillez qu'en fret aérien, n'oubliez pas le 155. Et sur le poids de la palette, maximum 500 kg. Mettez maximum 500 kg. Si votre société de stockage accepte des quantités supérieures à 500 kg, ok.
vous pouvez aller plus loin. Mais quoi qu'il en soit, faites très attention à respecter cette partie parce que des palettes qui arrivent au poids maximal, euh, c'est prendre un risque, quoi, honnêtement. Après, vous faites comme vous voulez, mais moi je préfère être un petit peu en dessous pour justement m'assurer que tout se passe bien. Donc partez sur de la 80-120. Après, bien sûr, vous avez d'autres tailles de palettes qui sont utilisées notamment sur des très très gros centres logistiques. C'est de la 1000 par 1200, donc de la 100 par 120 et de la 120 par 120. Euh, Quoi qu'il en soit, la 120 par 120, on ne la voit pas souvent, voilà, hein, je vous le dis. La 100 par 120, par contre, on en voit beaucoup. Et n'oubliez pas une chose, c'est que les centres logistiques vous donnent toujours les dimensions palette incluse. Donc vous avez toujours 15 cm euh, pour la hauteur de la palette en elle-même. Voilà, donc en fait, vous avez déjà réussi à faire votre cahier des charges produit, votre cahier des charges logistique. Donc ce document-là, si vous l'avez tapé sur Word ou sur Excel, peu importe, ben vous le gardez, vous mettez bien le nom de votre entreprise, etc. Vous mettez bien que c'est un document qui est confidentiel, tout simplement pour vous protéger, que les gens s'amusent à le distribuer à droite à gauche à des personnes qui seraient pas entre guillemets à avoir ce document-là entre les mains. Voilà. Donc pour la partie 1, en fait, 1.1, en fait, on en a terminé. Je vous retrouve tout de suite dans la deuxième partie du module 1. Donc bienvenue dans ce module 1.2 où on va voir où acheter, combien de fournisseurs consulter, comment évaluer ces fournisseurs. L'idée, si vous voulez, c'est de limiter le champ des possibles en fait. Tout simplement parce que quand on a 10 offres, ça devient compliqué de faire un choix. Alors, dans quel pays acheter? Alors, je dirais que dans la majorité des cas, vous achetez généralement en Chine. Donc, tout simplement, je vous conseille de vous ouvrir un compte sur Alibaba. Je vais faire un disclaimer sur 1688. Vous avez la possibilité d'acheter sur 1688. Toutefois, c'est en chinois. Sauf si vous parlez chinois couramment et que vous êtes à l'aise avec le chinois. Personnellement, je vous déconseille d'acheter sur 1688, tout simplement parce que déjà, à la base, il y a beaucoup de possibilités de mauvaise compréhension de ce que vous demandez. Donc si déjà en anglais c'est compliqué, en chinois ça va devenir une catastrophe. En tout cas, pour un premier sourcing, ne prenez pas le risque d'aller sur 1688. Ou alors, si vous avez effectivement un ami chinois, n'hésitez pas, au contraire, ça vous permettra de faire des économies. Donc après, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui achètent aussi en Amérique latine, qui achètent aussi aux États-Unis, etc. Donc après, le process, si vous voulez, ça reste à peu près toujours le même. Il faut pour moi consulter au minimum 3 fournisseurs. 3 fournisseurs qui vont effectivement vous remettre des prix différents. Dans le cas où vous faites fabriquer vos produits, veillez à ce que chaque fournisseur respecte bien le cahier des charges produits que vous avez défini, notamment sur les matières utilisées, tout simplement parce qu'en utilisant quelquefois des matières un peu différentes, on arrive à avoir des économies qui sont quand même non négligeables. Donc après, c'est aussi à vous de faire un arbitrage sur ce qu'on vous propose, quoi. Donc, moi, je consulte généralement 3 fournisseurs différents. Après, pour les évaluer, ce que je fais, c'est que généralement, je googlise le nom du fournisseur pour tout simplement voir un petit peu les notes qu'il a, etc.
afin de me faire déjà une première idée. Mais pour moi, le principal, c'est que effectivement, le fournisseur respecte mon cahier des charges et effectivement, le plus important dans la démarche de sourcing, une fois que vous avez envoyé votre cahier des charges, c'est de systématiquement demander des échantillons pour que vous puissiez évaluer de la qualité de ce qu'on vous propose. Tout simplement parce que vous pouvez avoir des différences malgré le fait que vous ayez un cahier des charges qui soit identique. D'où l'intérêt d'avoir vraiment un cahier des charges qui soit très précis dans ce que vous demandez. Ce que je vous invite à faire aussi, c'est sur les certificats que les fournisseurs vous communiquent, c'est de simplement vérifier que ce sont de vrais certificats, tout simplement parce que certains fournisseurs, entre guillemets, prennent on va dire, des largesses et, entre guillemets, font de faux certificats pour, entre guillemets, se donner de la notoriété et se donner de l'importance. Donc pour vérifier si le certificat est authentique, tout simplement appeler l'organisme certificateur ou vous leur envoyez un mail en leur demandant si le fournisseur a bien le numéro de certificat qu'il indique. Euh, à vous à vous de vérifier cette information pour que ce soit, entre guillemets, euh, une vraie information qu'on vous communique. Ensuite, vérifiez que les produits qu'on va vous soumettre aussi soient bien des produits qui ne sont pas des contrefaçons. Euh, Tout simplement parce que on se retrouve quelquefois avec des, des produits qui sont entre guillemets vraiment semblables avec un produit d'une marque très connue. Et dans ce cas-là, le produit risque d'être bloqué à la douane, tout simplement. Donc faites très très attention aux logos, aux images que vous utilisez sur vos produits pour pas que le produit soit entre guillemets bloqué à la douane. Ce que je vous invite aussi à faire, si par exemple ce sont des produits sous contrat de licence, donc c'est des licences de distribution, vérifiez auprès de la marque en question que le fournisseur a bien la licence de distribution. Parce que vous avez des fournisseurs aussi qui proposent des produits qui sont entre guillemets des surplus de production. Donc faites très attention à ce que effectivement le fournisseur ait la licence de distribution et vérifiez auprès de la marque systématiquement que le fournisseur a bien cette licence, en tout cas pour le pays dans lequel vous allez distribuer les produits. Donc soyez très vigilants là-dessus. Sur les questions essentielles à poser aux fournisseurs, moi je demande généralement le chiffre d'affaires, le nombre d'employés, le volume qui est fabriqué chaque année, avec quel organisme de contrôle qualité ils sont affiliés. Alors par exemple, vous avez Veritas, vous avez CMA, TCL, vous avez Asia Inspection, en tout cas pour la Chine. Donc je vous ai dit, Bureau Veritas. Vous avez aussi des laboratoires français. Donc vérifiez avec quel type de laboratoire de contrôle qualité ils travaillent et si votre produit est soumis à des normes, vérifiez que les certificats de normes soient conformes et qu'ils soient bien réels, parce que ça peut arriver que ce soit entre guillemets des faux. Donc vérifiez toutes ces informations et après, bien entendu, pour trouver le bon fournisseur, je dirais qu'il y a une part de feeling, c'est-à-dire que vous le verrez bien dans les échanges que vous aurez avec le fournisseur, la manière dont il vous répond, la vitesse à laquelle il vous répond. Mais sachez que, quoi qu'il en soit, c'est très difficile de tout avoir. D'avoir un fournisseur qui répond vite, qui répond correctement, qui a un bon prix, qui respecte les quantités que vous donnez, etc. C'est très très compliqué d'arriver à un fournisseur qui répond à toutes vos exigences. Alors quelquefois, ayez un petit peu, entre guillemets, une souplesse
sur un ou deux de vos critères, même si effectivement c'est c'est important pour vous. C'est pour ça que de toute façon, c'est ce qu'on verra dans le module numéro 2. C'est les points sur lesquels vous pouvez, entre guillemets, lâcher un petit peu de lest pour faire votre choix. C'est très important. Et donc, simplement, moi, ce que je vous invite à faire, donc, c'est à reprendre une feuille de papier et effectivement, vous mettez en haut donc fournisseur potentiel et vous mettez le nom du fournisseur. Et après, dans la colonne, vous mettez tous vos critères. Et après, vous prenez entre guillemets un système d'évaluation. Moi, je pars sur une méthode une note de 1 à 10. Et à la fin, je fais le total et je vois en fait quel est le fournisseur qui répond le mieux en fait à tous mes critères, tout en sachant qu'effectivement, il y a une part, on va dire, inconsciente. Mais le but justement de faire cette grille d'évaluation fournisseur, c'est tout simplement aussi quelquefois de mettre un petit peu de côté la partie inconsciente et de faire son choix plus sur du critère, on va dire, mathématique. Donc tout simplement, faites bien cette évaluation et faites-la de manière totalement objective. Voilà, ça c'est pour moi c'est un point qui est important. Sur les retours que vous allez avoir des fournisseurs, euh, vérifiez bien aussi les conditions de règlement. Alors sachez que quand on achète à l'international, c'est rare de payer 100% à la commande, notamment quand on fait fabriquer. Quand on fait fabriquer, généralement, on paye entre 30 à 40% du montant de la commande qui, normalement, représente le prix d'achat des matières premières pour réaliser la commande. Donc, faites très attention aux conditions de règlement, comment vous réglez aussi, hein, virement, si vous travaillez avec Alibaba, je vous conseille très fortement pour un premier sourcing de passer par la Trade Baba, la Alibaba Trade Insurance. Donc c'est une garantie d'Alibaba sur lequel en fait vous avez une protection sur le produit. Mais pour que cette assurance fonctionne, il faut que votre cahier des charges soit très précis. Et donc, il faut être très très vigilant sur toutes les informations que vous communique chaque fournisseur pour que justement, si vous deviez faire appel à l'Alibaba Trade Insurance, ça puisse être tranché en votre faveur. Et autre chose, quand vous allez googliser le nom du fournisseur, euh, prenez aussi, entre guillemets, un peu de recul sur les commentaires qui sont faits. Alors, bien entendu, si vous voyez que des commentaires négatifs, fuyez au plus vite. Mais l'avantage, par exemple, sur Alibaba, vous avez un système de notation et vous avez l'ancienneté du fournisseur sur Alibaba. Sachez que les fournisseurs payent pour être sur Alibaba, ça coûte 1200$ par an pour en fait la première formule. Donc voilà, soyez vigilants par rapport à toutes ces informations. Et après, comme je vous le disais, il y a une part de feeling qu'on a avec les fournisseurs. Mais quoi qu'il en soit, une fois que vous avez lancé et trouvé vos fournisseurs, que vous leur avez envoyé votre cahier des charges, que vous avez répondu aux premières questions, pour moi, là, il est vraiment important de demander des échantillons et de justement, alors on vous dira qu'il faut toujours les payer systématiquement. Vous avez la possibilité soit de les acheminer par vos soins, soit effectivement, généralement les fournisseurs vous proposent pour des petits objets entre 30 et 40$ quoi, via DHL ou FedEx
ou UPS, peu importe. Mais demander systématiquement des échantillons, ça pour moi c'est primordial. Et il y a aussi un point très important, vérifier que le fournisseur accepte que vous fassiez un contrôle qualité des produits. S'il accepte que vous fassiez un contrôle qualité des produits, c'est déjà bon signe. Moi, c'est notamment une question que je pose de manière systématique, déjà pour savoir si c'est possible, et puis ensuite que je puisse réellement effectuer un contrôle qualité avant le départ de mes marchandises. Et c'est un point aussi qui est difficile à estimer, notamment quand on débute. Mais mettez quand même un système de contrôle qualité en place pour vous assurer que déjà c'est bien le produit que vous avez commandé qui vous sera envoyé. Voilà, donc j'en ai terminé pour le module numéro 1. On va tout de suite passer au module numéro 2, notamment avec la négociation. Donc nous voici au module numéro 2, pendant la négociation. Alors quel prix d'achat est acceptable? Faut-il des prix par tranche? Négocier sur le volume annuel et vendre son entreprise. Alors donc on va commencer par la question du prix d'achat. Le prix d'achat, c'est donc la résultante du prix de vos matières premières, de la fabrication de votre produit, du coût de votre packaging, etc. Et des coûts de main-d'œuvre de votre fournisseur et de sa marge, bien entendu. Ce que je veux vous faire comprendre à ce moment-là, c'est vous, le prix d'achat qu'on vous communique, entre guillemets, c'est pas votre problème. Je m'explique, hein. Vous, ce que vous voulez savoir, c'est moi, sur mon marché, par exemple en France, on va dire, on va prendre l'exemple d'un stylo. Vous avez un stylo, vous avez fait une étude de votre marché, vous savez qu'en moyenne, ce stylo-là, il est vendu entre 16 et 24 euros, on va dire. Donc, comment évaluer à quel prix vous devez le vendre, vous devez l'acheter pour pouvoir le vendre à 16, entre 16 et 24 euros. Puisqu'après, bon, il y a la question des promotions, des soldes, etc. Donc, prenez toujours ça en compte. Quel est le prix du produit que je veux vendre sur mon marché? Sur la base de l'étude que vous avez faite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez diviser le prix moyen de vente constaté par 5. Je vous explique pourquoi. Vous le divisez par 5 tout simplement pour plusieurs raisons. Donc, admettons que le prix moyen ce soit donc 16 euros. On va prendre 20 euros pour faire simple. Donc, sur ces 20 euros, vous allez avoir 20% de TVA. Donc, en gros, votre prix va tomber à peu près à 16-17 euros à peu près. Voilà, entre 16 et 17 euros pour être très large. Parce que voilà, il y a de la TVA à collecter. Donc sur ces 17 euros, vous allez avoir vos coûts publicitaires, vos coûts de structure, le coût pour faire venir vos produits. Vous allez avoir, par exemple, certains types de publicités, des coûts par clic. Moi, j'ai des clients, notamment, qui font de la pub via Facebook, qui ont des coûts d'acquisition clients qui sont juste monstrueux. Donc, voilà, quoi. Le divisé par 5, il ne sort pas du chapeau. Euh, il est basé sur ce que je constate depuis plusieurs années. Et effectivement, quand on a un produit à 20 euros, entre guillemets, dans un magasin, bien entendu, vous avez les prix des loyers aussi, vous avez le coût des processeurs de paiement, etc. Donc tout ça, ça coûte de l'argent. Et bien entendu, il faut le payer. Donc quand vous voyez un produit à 20 euros, vous vous dites en moyenne, pour que ça se passe bien, il faut que je l'achète maximum 4 euros. Voilà. C'est pour vous donner en fait un ordre de grandeur.
Il faut vraiment acheter le produit maximum 4 euros pour que vous puissiez, vous, dégager de la marge et faire vivre votre entreprise et puis payer tout ce travail de sourcing que vous faites, etc. Alors bien entendu, les fournisseurs, il y en a, ils sont malins. Ils vous disent oui, mais vous vous rendez compte, vous le vendez tel prix sur votre marché. Oui, mais il a oublié que, par exemple, bah, si vous vendez sur le territoire français, on est taxé à mort, alors qu'en Chine, c'est pas non plus les mêmes niveaux de taxes, etc. Donc simplement, vous vendez, pensez bien moi, c'est ce que je fais, hein, je divise par 5, hein, pour être très honnête avec vous. Bon, il y a certains produits où effectivement, quand les prix de vente sont plus élevés que 30 euros, effectivement, on peut avoir des coefficients qui soient à 4, 4,5, mais descendez pas en dessous de 4, quoi. Honnêtement, sauf si c'est un produit qui vaut 10 000 euros. Bon, effectivement, là, faites pas un coef x4, mais globalement, sur des produits, entre guillemets, de grande consommation, avec des prix de vente qui sont relativement faibles, divisé par 5 et vous aurez entre guillemets, le prix d'achat entre guillemets acceptable. C'est cette notion de prix d'achat acceptable. Si vous obtenez mieux, tant mieux. Si on vous propose plus, il faut vraiment se poser beaucoup de questions. Notamment de savoir si vous allez réussir à gagner de l'argent sur le produit. Alors après, effectivement, il y a aussi la question de la stratégie, hein. Mais ça, bon, ça fera l'objet d'une autre formation. Mais très brièvement, si c'est un produit qui est là pour drainer du trafic sur votre site, effectivement, vous pouvez accepter d'avoir un coefficient multiplicateur qui soit plus faible, mais faites en sorte de quand même de pas perdre d'argent. C'est quand même très très important. Moi, j'insiste bien sur ce point-là. Surtout, ne communiquez jamais euh, le prix d'achat que vous souhaitez avoir. Jamais. Il n'y a pas de débat. C'est non, je ne communique pas mon prix. Ils vont insister, hein, enfin, moi je vous le dis, ils vont insister très lourdement pour savoir à quel prix vous voulez acheter. Non. Et cette règle-là, elle est importante parce qu'au moins vous voyez ce que vous pouvez obtenir. Et ça, c'est important. Même dans le cas où vous relancez en fait un sourcing sur un produit que vous avez déjà, donc vous connaissez déjà le prix d'achat, etc., ne communiquez jamais votre prix. Ils vont toujours essayer. Enfin, honnêtement, moi, c'est mon métier depuis 20 ans. Ils n'arrêtent pas de demander à quel prix on veut acheter. Ben non, non, je ne communique pas le prix auquel j'achète. C'est hors de question. Ça, donc, gardez bien ça en tête. Et l'idée, donc, pour revenir sur cette idée de coefficient multiplicateur ou à diviser, entre guillemets, le prix de vente pour connaître le prix d'achat acceptable, faites très attention au fait qu'il y a des périodes de solde et même en période de solde, il faut quand même que vous soyez un petit peu profitable. Y a pas, on ne peut pas s'amuser à, entre guillemets, perdre de l'argent sur les produits, quoi. Faut être très clair là-dessus. Alors ensuite, donc là, on en arrive donc justement au moment où vous arrivez en négociation avec le fournisseur. Et moi, ce que je vous invite à faire, c'est à essayer de comprendre sa structure de coût. C'est quelle est la part des matières premières, quelle est la part de la main-d'œuvre, quelle est la part du packaging, etc. Pour comprendre exactement où vous allez pouvoir gagner de l'argent. Tout en sachant que comprendre sa structure de coût, c'est aussi mieux manager en fait, euh, vos achats, tout simplement. Alors, c'est un exercice qui n'est pas facile. Sur un premier sourcing, essayez de tâter le terrain, de comprendre exactement comment sont conçus ces produits, ces prix, pour peut-être dans une deuxième commande avoir plus d'informations. Mais connaître la structure et comprendre la structure de coût de votre fournisseur,
C'est quelque chose qui est important. Alors ensuite, sur les leviers que vous avez pour diminuer votre coût, moi je pratique ce qu'on appelle les prix par tranche. C'est-à-dire que quand on a, quand on a lancé le sourcing, je vous ai dit de demander trois prix. Et donc trois prix donc avec un Incoterm FOB, SIF et DDP. Et après, dans une deuxième démarche, et c'est là au moment où on arrive dans la négo en fait, il faut demander des prix par quantité. Donc c'est-à-dire par exemple pour 5000 pièces combien c'est, pour 5000 c'est combien, pour 10 000 c'est combien, pour 15 000 c'est combien. Même si vous n'avez pas la capacité en fait de prendre 15 000 pièces, c'est pas la question. C'est juste pour comprendre en fait quelles sont en fait les marges de manœuvre. Donc ça, les prix par tranche, moi c'est quelque chose que j'utilise pour aussi savoir jusqu'où je peux aller en fait dans ma négociation, tout simplement parce que si je vais trop loin, après il va pas pouvoir me délivrer le produit. Alors vous allez me dire c'est son problème, il avait qu'à pas accepter. Simplement, notamment quand on travaille avec des Chinois, ils n'aiment pas perdre la face, alors après vous les mettez dans une situation qui est très compliquée et donc il vaut mieux avoir entre guillemets un prix d'achat un chouïa un peu plus cher que de se retrouver avec un fournisseur qui n'arrive plus à délivrer le produit parce que vous avez été trop loin dans la négociation. Donc les prix par tranche, c'est une très très bonne idée pour déjà, donc, comme je vous le disais, avoir une idée de vos marges de manœuvre. Et ensuite, moi, ce que je propose aussi, c'est effectivement de lui dire que ben, effectivement, ça, c'est un produit, mais que vous allez développer toute une gamme et que vous cherchez un fournisseur sur le long terme. Donc ça, c'est encore un autre levier pour effectivement obtenir de meilleurs prix. Et il y a un levier que j'utilise aussi, c'est le volume annuel. C'est-à-dire de vendre en fait des quantités par an. C'est-à-dire lui dire, bon ben voilà, si vous me le vendez au bon prix, moi je serai en capacité de vous en acheter telle quantité sur l'année. Même si vous ne le faites pas, alors après vous pourrez expliquer pour plusieurs raisons pourquoi le produit ne se vend pas ou pourquoi vous n'avez pas passé la commande. Mais quoi qu'il en soit, ça peut être aussi un levier pour avoir une baisse de prix. Et puis après, effectivement, il y a la technique du je quitte la table des négociations, comme on dit. C'est-à-dire que vous arrêtez de discuter avec lui, vous dites écoutez, je suis désolé, mais moi, votre prix, je ne peux pas l'accepter. Vous... Alors, si c'est vrai que effectivement ben, son prix est trop cher, bon, ben, malheureusement, peut-être que c'est pas le bon fournisseur, ou peut-être que vous n'avez pas vous n'avez pas le bon référentiel de prix, ou peut-être que simplement les matières que vous demandez sont très chères, c'est aussi possible. Faut aussi comprendre qu'il y a des matières premières qui sont plus chères que les autres. Donc c'est pour ça que quand vous faites votre étude de marché sur votre produit, veillez bien à ce que votre sourcing soit fait sur le même type de matière première, parce qu'il y a des matières premières qui coûtent deux fois plus cher. Donc vous ne pourrez pas, entre guillemets, obtenir entre guillemets, les mêmes prix que vos concurrents et vous ne vendrez pas le produit au même prix non plus. Donc il faut bien garder ça. Donc oui, donc la technique de je quitte la table des négociations, c'est juste entre guillemets lui donner une dernière chance en fait de vendre son produit quoi. Voilà. C'est une technique qui est à double tranchant. Si vous avez d'autres fournisseurs qui sont avec des prix équivalents, mais que celui-là est vraiment moins cher, moi ce que je vous conseille de faire, c'est d'appliquer cette technique uniquement sur le fournisseur qui est au milieu, entre guillemets.
en lui disant bon ben voilà, si tu veux la commande, il faut que tu fasses encore un effort parce que moi je peux pas te la passer, c'est pas possible. Et donc effectivement, vous verrez s'il revient vers vous. Généralement, ils reviennent vers nous, mais bah, il y a des fournisseurs qui sont allés au bout, tout simplement, euh, parce que tout simplement, bah, leur structure de coût, eux aussi, bah, tout simplement, ils doivent gagner de l'argent. Hein, faut être honnête. C'est entre guillemets, c'est pas notre problème. Maintenant, quand on rentre dans une démarche long terme avec un fournisseur et en faire entre guillemets un vrai partenaire, euh, en fait, il faut savoir ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez faire un seul coup et entre guillemets tirer le prix le moins cher pour que justement bah, vous puissiez bah, vendre votre produit. Après, si vous voulez, la stratégie achat, c'est aussi en fait, c'est le résultat de votre stratégie commerciale. Si votre stratégie commerciale, c'est de vendre des produits à bas coût et de se rattraper sur le volume, ben effectivement, il faudra que vous soyez très très agressif sur vos achats. Et donc effectivement, là, c'est le prix qui drive tout. Ou vous avez une stratégie de produits de très haute qualité avec un prix ben, très élevé, etc. Et dans ce cas-là, il faut plus rentrer dans une démarche de, euh, de long terme avec les fournisseurs, tout en sachant qu'effectivement, il faut que eux respectent aussi leurs engagements. Mais donc, n'oubliez pas qu'il y a des fournisseurs, de par leur structure, ils ne pourront jamais vous donner les prix que vous voulez. Tout simplement parce qu'ils ne sont pas adaptés. Il y a des usines qui n'ont pas la structure, tout simplement, pour accepter les gros volumes. Bon, après, sur Alibaba, généralement, vous tombez sur des représentants des usines. C'est ce qu'on appelle des sociétés de trading, donc qui achètent aux usines directement. Et donc là, effectivement, c'est plus du prix, etc. Voyez aussi le service que peut vous proposer le fournisseur. Il y a peut-être aussi des éléments dans son offre de prix qui font que bah, vous pourrez peut-être aller plus vite pour être livré. Voyez aussi les délais de production. Alors tout en sachant que les délais de production sont à prendre avec des pincettes parce qu'ils essaient toujours de prendre bah, du retard, je ne sais pas pourquoi, hein, alors que ce n'est pas dans leur intérêt. Et puis n'oubliez pas une chose, c'est qu'en Chine, c'est le pays de l'argent. Euh, les Chinois sont des businessmen, c'est-à-dire que je vous donne un exemple qui m'est arrivé plusieurs fois, hein, et je ne suis pas le seul d'ailleurs, hein, j'en discute souvent avec des confrères, ben, des usines auxquelles vous avez fait votre négo, vous avez passé la commande et qui vous disent ben, à la dernière minute, ben non, on a accepté une autre commande, donc ben, vous, votre commande, elle sera livrée plus tard. Pourquoi ils font ça? Ben, tout simplement parce qu'ils gagnent plus d'argent sur l'autre. C'est pour ça que la négociation du prix, elle est importante, mais faites attention aussi sur le volume de la commande que vous passez. Euh, Si c'est une commande de 500 $, ils vont pas se casser la tête. Si c'est une commande de 5 millions, on n'est plus sur les mêmes, on n'est plus sur les mêmes délires. Mais quoi qu'il en soit, quoi, moi je sais qu'en moyenne, mes commandes tournent entre 10 et 100 000 euros. Euh, Entre 10 000 et 100 000 euros. Hein. Donc globalement, en fait, c'est vrai que je peux toujours être confronté effectivement à bah, une usine qui accepte bah, une autre commande parce qu'ils sont plus rentables. Voilà, ça c'est le jeu. Maintenant, effectivement, pour vous prémunir de ça, moi je vous conseille de mettre des pénalités de retard. Mais sachez que sur des petites commandes, si vous êtes trop exigeant, ils vont même pas chercher à vous répondre. Donc en fait, il y a une balance quand même à faire
entre les exigences qu'on a et ce que peuvent nous proposer les fournisseurs. Euh, mais clairement, moi je vous le dis, hein, il y a des usines qui ne sont pas adaptées pour les tout petits volumes, par exemple. Ça, c'est inhérent à l'usine. Vous ne pourrez rien y changer. Ça ne, c'est comme ça, c'est structurel en fait. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre. Chaque usine a sa capacité et disons qu'il faut que vous trouviez la bonne usine qui correspond à la quantité que vous souhaitez fabriquer. Et aussi, je vais juste aussi vous faire un petit disclaimer concernant le... Comment je peux vous expliquer ça? Euh, Imaginons que vous avez un produit, que ce produit-là, en fait, vous en achetez, vous savez que vous allez en vendre par exemple 60 000 dans l'année, et que vous avez un fournisseur qui vous propose les 60 000 à un super prix. Vous allez économiser 5% sur le total de toute la commande. Donc 5%, c'est intéressant. Toutefois, moi, je vous donne juste ce que moi j'ai vu et ce que j'ai vécu. Le marché, parce que c'est le marché qui drive tout, au fait, au final. Le marché est changeant. Les modes changent, les produits changent. Euh, et effectivement, les 5%, si vous avez les capacités de les acheter, c'est bien. Mais n'oubliez pas que le marché change. Euh, les, les prix aussi évoluent. Le prix des matières premières évolue, donc à la baisse ou à la hausse. Et que 5%, si vous immobilisez toute votre trésorerie, c'est pas un bon deal. Parce que les 5%, si vous demain vous devez aller acheter de l'argent, excusez-moi du terme, hein, acheter de l'argent, hein, mais oui, pour moi c'est ça. Hein. Quand on va voir une banque pour faire un prêt, c'est qu'on va acheter de l'argent. Et puis eux, c'est des vendeurs d'argent aussi. Il faut être très clair. Ils ne vont pas vous le vendre à 5%. Donc finalement, vous aurez fait un mauvais deal. Vaut mieux prendre la bonne quantité qui correspond exactement à ce que vous souhaitez et de ne pas mettre votre trésorerie à risque pour économiser 5% sur peut-être un marché qui est très volatile. Donc faites très attention à ça aussi, aux économies que vous pouvez réaliser en augmentant vos quantités. Voilà, il faut être très très vigilant. Et donc très clairement, aujourd'hui, après à vous de voir et de négocier tous les critères que vous aviez établis dans votre cahier des charges. Par contre, soyez très très strict sur tout ce qui est normes et sur tout ce qui est design du produit, sur la taille, etc. Vous pouvez peut-être être un petit peu coulant sur deux, trois détails, mais faites toujours euh, confiance aussi à votre instinct. Et puis, faites confiance à la grille d'évaluation fournisseur que vous avez. Quelquefois, il vaut mieux payer 5 centimes de plus et, entre guillemets, se sentir confortable avec le fournisseur plutôt que de se mettre à risque. Enfin bon, après, c'est à vous d'évaluer comment vous ressentez les choses, mais effectivement, il faut vraiment aussi se faire confiance et faire confiance à la première impression qu'on a eue, euh, tout simplement parce que souvent, ça se confirme. Ça se confirme. Moi, j'ai eu des cas au tout début où effectivement, je me suis dit non, on va partir sur l'évaluation entre guillemets mathématique au travers de la grille d'évaluation fournisseur. Et finalement, j'aurais mieux fait de faire confiance à mon instinct parce que voilà, ça c'est pas. Alors ça n'a pas été dramatique non plus, hein, mais disons que ça a été très compliqué, quoi. Voilà. Donc faites très attention au prix que vous négociez. Négociez quand il y a des achats de matières premières, négociez toujours avec la notion du prix de la matière première. Donc ça c'est important. Et si vous achetez donc à l'étranger, prenez aussi en compte la conversion de devise.
Quand vous avez un dollar qui est très bas, disons que les marges de manœuvre sont très, sont très faibles. Quand vous avez un dollar qui est très haut, euh, effectivement, c'est plus facile. Bon, après, ça dépend dans quel sens vous voyez les choses. Mais ce que je veux dire, c'est que quand vous avez 1 euro égal à 1,50 $, disons que vous allez moins regarder euh, le prix d'achat que quand vous avez 1 euro égale 1,10 $, quoi. Parce que là, la hausse, vous la prenez de plein fouet, quoi. Donc, soyez aussi quand même assez constant dans la manière dont vous négociez vos achats. Et je vais répéter ce que je vous ai déjà dit. Prenez l'habitude de toujours demander des échantillons. Ça, c'est pour moi, c'est primordial. On vous a envoyé des premiers échantillons suite à votre demande. Demandez un échantillon terminé avant de formaliser votre commande. Donc ça, c'est ce qu'on va voir dans le module numéro 3. Euh, Demandez toujours un échantillon final pour que tout le monde ait les mêmes infos. Et ne demandez pas une pièce, demandez toujours systématiquement 3 pièces, notamment si vous allez partir sur un contrôle qualité pour pouvoir envoyer l'échantillon à la société de contrôle qualité. Voilà, donc j'en ai fini pour le module numéro 2. Je vous retrouve tout de suite dans le module numéro 3 où on va formaliser effectivement votre commande, votre première commande. Et donc, voilà, à tout de suite. Et nous voilà déjà au module numéro 3, donc après la négociation que vous avez faite avec votre fournisseur. Donc là, il va s'agir en fait de formaliser le contrat d'achat. Alors, le contrat d'achat, il y a deux options. C'est soit effectivement vous faites un vrai contrat avec tous les éléments qui correspondent au sourcing et à la négociation que vous avez eue avec votre fournisseur. Généralement, un contrat d'achat se fait sur des volumes d'achat et sur des montants qui sont vraiment très importants. Moi, pour ma part, mon plus gros achat a été jusqu'à pas loin d'1 million de dollars, donc en Chine. Et moi, ce que j'ai toujours vu, c'est donc tout simplement la formalisation de la négociation au travers d'une proforma invoice. Donc une proforma invoice, c'est simplement une sorte de devis signé. Donc c'est le résultat de la négociation que vous avez eue avec votre fournisseur. Alors, que doit reprendre la proforma invoice? Alors là, je vous invite, comme toujours, à prendre une feuille de papier avec un petit stylo. Et donc, on va voir ensemble tous les éléments que la proforma invoice doit reprendre. Alors, la première des choses, c'est le nom, l'adresse, numéro d'enregistrement, téléphone, email, etc. du fournisseur. La même chose pour vous, hein, avec votre numéro EORI, si jamais vous l'avez déjà. Si vous ne l'avez pas, alors je fais juste une petite parenthèse vite fait. Le numéro EORI, c'est votre numéro d'importateur en Europe, tout simplement. Donc vous pouvez l'obtenir simplement en envoyant, en allant sur le site de ProDouane. Donc il y a toute la procédure à respecter. Si ça vous intéresse, j'ai fait en fait une formation spécifique là-dessus que vous pouvez obtenir gratuitement en envoyant simplement un email à importationfacile@gmail.com. Voilà, vous mettez juste un petit message et vous pourrez obtenir la formation gratuite pour obtenir son numéro EORI. Donc revenons à notre proforma invoice. Donc bien entendu, il faut reprendre l'incoterm que vous avez négocié. Donc soit FOB, je rappelle jamais Xworks, hein, je suis lourd là-dessus, mais n'achetez jamais Xworks. Ensuite, donc l'incoterm, la ville donc, de l'incoterm, la quantité que vous achetez, la description du produit, le prix, la devise surtout, vérifiez bien la devise, que ce soit bien des dollars et pas des euros par exemple, ou si vous achetez dans une autre devise, faites très attention à ça. Il faut que la proforma invoice rappelle toutes les normes auxquelles le produit est
doit correspondre. Donc soyez très clair là-dessus. S'il y a des plans, il faut que les plans soient annexés à la proforma invoice, mais il faut écrire sur la proforma invoice. Merci de se référer au plan joint en annexe 1 par exemple, et donc vous attachez le plan à la proforma invoice. Il faut impérativement que vous rappeliez dans la proforma invoice la taille du carton individuel, la taille du carton export, le poids du carton individuel, le poids du carton export, tout simplement pour qu'il s'engage à respecter surtout les dimensions et le poids du carton export, tout simplement pour vous faciliter la logistique. Et si jamais vous vous en occupez, avoir déjà des éléments pour pouvoir commencer à chercher un transitaire. Voilà, s'il y a un code barre, il faut que ce soit précisé aussi, le numéro du code barre. S'il y a un polybag, il faut annexer une photo du polybag avec l'ensemble des éléments qui doivent être sur le polybag. Si vous avez un packaging particulier, il faut qu'il y ait une photo du packaging avec effectivement toutes les mentions qui sont indiquées. Donc ça, il faut l'annexer à la proforma invoice. Mais en tout cas, sur la proforma invoice, il faut écrire tous ces éléments pour que, en tout cas, on puisse s'y référer. Donc ça, c'est important. Donc le poids et les dimensions du packaging aussi. Et qu'est-ce que je voulais vous rajouter? Donc oui, s'il y a un plan, il faut le mettre, hein. Ce qui est important aussi, c'est les conditions de règlement. Donc généralement, payer 30 à 40% à la commande et le solde après le contrôle qualité, hein. Si vous faites un contrôle qualité, c'est après le contrôle qualité. Alors après, moi honnêtement, ce que je vous conseille, c'est si jamais vous aviez prévu un voyage dans le pays où vous faites fabriquer vos produits, à la limite, allez faire le contrôle qualité vous-même, hein. Ça vous prendra peut-être une journée, mais au moins vous serez certain de la qualité de vos produits. Moi, je l'ai déjà fait, hein. J'en ai fait même plusieurs des voyages France-Chine uniquement pour aller contrôler la qualité de mes produits parce que c'était trop stratégique pour moi de le faire. Je voulais pas le confier à une société extérieure. Donc voilà, donc les conditions de règlement, la date de contrôle qualité, le mode de transport, donc air, mer. Quelquefois, on peut aussi faire un mixte mer et avion. Après, si c'est un pays qui est en Europe ou en tout cas proche en fait de l'endroit où vous allez commercialiser vos produits, ça peut être du camion ou du train aussi. Aujourd'hui avec de la Chine, il y a beaucoup de trains possibles. Et puis effectivement, si vous avez le niveau pour le faire et reprendre aussi le niveau d'actuel qui a été défini avec le fournisseur au moment où vous avez commencé votre négociation. Donc le niveau actuel, c'est tout ce qui concerne la qualité et le nombre de produits qui vont être contrôlés durant le contrôle qualité. Voilà. Donc avec tous ces éléments, généralement le fournisseur rajoute son numéro de compte et donc l'adresse de sa banque, etc., pour que vous puissiez faire le virement. Quand vous payez la compte, surtout faites très très attention euh, au, au numéro de compte et au numéro de Swift, suivant comment vous payez. Moi, je vous conseille Wise, donc W-I-S-E, tout simplement parce que c'est vrai que c'est vraiment une solution qui fonctionne et qui fonctionne très bien et qui est vraiment très économique. Après, effectivement, si c'est des très gros montants, vous pouvez voir à faire une lettre de crédit, mais bon, ça, faut avoir une banque. C'est des banques traditionnelles généralement qui proposent ces solutions-là. Donc les lettres de crédit, c'est la possibilité de payer vos produits à échéance. Mais bon, ça, faut le préciser avant le sourcing parce que tout ça, ça engendre des coûts. Et bien évidemment, le fournisseur ne va pas vous en faire cadeau. Donc voilà, vérifiez bien que sur votre document, vous ayez tous les éléments.
revérifier 2 fois même, hein. Enfin bon, moi c'est mon conseil, c'est de vérifier 2 fois, avec un petit peu d'intervalle pour être sûr de pas non plus, relire, la même chose et d'être bien concentré sur tous les détails. Mais le principal, c'est que les normes soient respectées, que tous les plans de produits soient annexés à la proforma et que, en tout cas, ben, vous ayez quelque chose de solide entre les mains si jamais il se passait quoi que ce soit. Voilà, donc en fait, voilà comment on formalise en fait un contrat. Et après, ben, bien évidemment, ben, à vous de suivre votre production en demandant des points réguliers à votre fournisseur et de vous assurer que ben, la date de contrôle qualité sera bien respectée et que le départ pourra avoir lieu en temps et en heure afin que vous puissiez avoir votre marchandise rapidement. Voilà, donc après, effectivement, quand c'est du achat-revente pur, euh, ben, ça va beaucoup plus vite, bien évidemment. Donc, comme ça va vite, faites très attention à pas aller trop vite, justement. Vérifiez quand même beaucoup d'éléments, vérifiez tous les éléments que je vous ai indiqués euh, dans ce que doit contenir en fait votre proforma invoice. Mais en gros, si vous voulez, sauf cas exceptionnel, il faut que votre proforma invoice soit pratiquement la copie de votre cahier des charges. Sauf, et bien évidemment, si vous avez fait des concessions. Et c'est pour ça que, si vous vous souvenez, au tout début de la formation, je vous ai dit, on va créer un document qui est primordial quand on se lance en fait dans le sourcing de produits. Je vous ai dit, le cahier des charges produits, vous allez vous en servir tout le temps. Et ben, en fait, c'est le cas. C'est vraiment euh, la pièce maîtresse, en fait, on va dire, de votre sourcing. C'est pour ça qu'il faut y passer du temps. Ne bâclez pas votre cahier des charges produit euh, parce que de ça découle tout le reste. Si vous avez fait correctement votre cahier des charges, tout le reste, entre guillemets, ça va suivre. Ça va couler comme un long fleuve tranquille jusqu'à la finalisation bah, tout à fait de l'accord via une proforma invoice. Honnêtement, prenez le temps qu'il faut pour faire votre cahier des charges et vous verrez que tout ira aussi beaucoup plus vite euh, parce qu'effectivement, ben, on a besoin quoi. Le fournisseur a besoin de savoir ce que vous recherchez exactement. Et donc, c'est primordial. Le cahier des charges produit, autant sur la logistique, je suis un peu moins, entre guillemets, insistant dessus, mais quoi qu'il en soit, la logistique fait partie intégrante du prix du produit. Bien évidemment, si vous donnez aucune contrainte à votre fournisseur, vous allez obtenir un meilleur prix. Mais faites attention parce que ça peut aussi générer des surcoûts après pour vous, en retraitement, etc., en frais de manutention. En fait, si vous voulez, pour clôturer en fait cette formation, le sourcing, faut que vous le pensiez de manière globale. C'est j'achète un produit, mais j'achète un produit chez un fournisseur, mais il faut que je pense dans la globalité de l'opération. Je ne pense pas uniquement à mon prix d'achat, je pense à la globalité de ce qui va se passer et de comment je vais recevoir mes produits et dans quel état vont arriver mes produits, etc. Il y a beaucoup de choses aussi qu'il faut que vous fassiez et notamment si je peux vous donner un seul et unique conseil quand vous avez reçu vos produits, si il y a une potentialité de casse de votre produit, il faut absolument que vous pratiquiez le drop test. Alors drop test, non, c'est pas le drop de TF1 avec drop cash ou je sais pas trop quoi là. Je regarde plus la télé depuis des années, donc, mais je me souviens de cette émission. Donc vous vous mettez debout, vous tendez les bras hein, à la perpendiculaire de votre corps, voilà, et vous lâchez le colis. Et vous voyez ce qui se passe. Si le produit casse, il faut que vous trouviez une solution pour qu'il ne casse pas, clairement.
Et ça, tous les produits qui sont fragiles, il faut que vous travaillez votre packaging, en tout cas le carton d'emballage de votre produit. Il faut qu'il soit travaillé pour que le produit n'arrive pas à casser. Parce que quoi qu'il en soit, vous ne changerez jamais comment les gens manipulent les colis. Ça, c'est inhérent, c'est comme ça, hein. Donc, à vous d'anticiper le fait que si votre produit est fragile, il va probablement se casser dans le transport. Donc, à vous d'anticiper ça. Parce que les coûts, je vous le dis, parce que moi, j'ai une cliente que j'ai récupérée après qu'elle ait acheté ses produits. Les produits étaient arrivés en France, etc. Et en fait, elle avait pareil, pas vérifié ce point-là. Et honnêtement, euh, elle n'avait pas pratiqué le drop test. Et ça a été un cauchemar. Il a fallu tout réemballer en Europe. Elle y a passé des semaines. Voilà, quoi. Je vous le dis, donc prenez le temps de pratiquer le drop test. Ça vous coûte rien, mais par contre, ça peut vous faire gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et puis surtout, ça va vous faire économiser beaucoup de temps. Parce que si c'est vous qui devez le faire, je vous garantis que déjà, un, c'est pas drôle, et que deux, on a d'autres chats à fouetter. Enfin, bon, moi, personnellement, j'ai d'autres chats à fouetter que de m'amuser à aller réemballer des produits. Donc voilà, pratiquez le drop test si votre produit est fragile, c'est important. Voilà, donc j'espère que cette formation vous a plu, que vous avez appris beaucoup de choses et que effectivement ça va vous servir sur tous vos sourcings. Vous verrez, bon, c'est le premier, après avoir passé le premier, ça se passe toujours mieux. Donc simplement, voilà, prenez le temps pour faire votre premier sourcing. Et tout simplement, si après vous voyez que c'est quelque chose qui ne vous intéresse pas, que vous vous dites non, c'est trop compliqué pour moi, j'ai pas envie de consacrer du temps à ça, vous pouvez m'envoyer un email en me donnant votre produit, en me donnant les caractéristiques, etc. Et moi, effectivement, je vous ferai un devis en fait pour gérer le sourcing de vos produits ainsi que le transport jusqu'à la destination finale. Donc vous m'envoyez un mail à contact@laurent-drapeau-business.fr pour que justement je puisse vous faire une cotation sur cette demande. Voilà, en tout cas, je vous remercie de votre confiance pour cette formation. Et puis, j'espère que vous avez appris beaucoup de choses, que ça va vous permettre de réaliser votre sourcing de manière correcte. Je pense que vous avez déjà beaucoup, beaucoup plus de chances que ça se passe bien que quelqu'un qui n'a pas eu cette formation entre les mains. Voilà, en tout cas, je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous dis à bientôt. Et puis, ciao, bye bye. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Donc comme d'habitude, si vous avez besoin de me contacter, vous pouvez le faire donc soit par téléphone au plus 33 9 70 448 890 ou par email à contact@importation-du6facile.fr ou sur WhatsApp directement au plus 33 6 07 84 09 78. Voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Surtout si ça peut aider quelqu'un, n'hésitez pas à lui partager cette vidéo. Et puis, si vous souhaitez laisser un commentaire, avec grand plaisir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Voilà, en tout cas, je vous remercie. Et comme d'habitude, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. À bientôt.